Ma sœur m'a envoyé par accident une vidéo du groupe de discussion secret de la famille. J'ai ouvert la vidéo. Ma famille riait en dînant dans un restaurant où je n'avais jamais été invité. Maman s'est vantée, je lui ai dit que j'avais besoin d'argent rapidement, elle a envoyé 900 € sans poser de questions. Elle est toujours aussi crédule. Papa a souri d'un air narquois, crédule. Mais utile. Puis ma sœur a ri, alors, combien notre petit distributeur de billets ambulants a-t-il payé cette année? Ils ont tous ri. Elle a supprimé la vidéo quelques secondes plus tard. Trop tard. J'ai fermé mon téléphone. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Je m'appelle Léa Martin. J'ai 30 ans et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la personne responsable de ma famille. La fille qui prend des services supplémentaires, vire de l'argent à minuit et croit chaque voix tremblante à l'autre bout du fil quand on lui dit « On a vraiment besoin de ton aide cette fois ». Je pensais que cela faisait de moi une bonne personne. Je n'avais pas réalisé que cela faisait aussi de moi la cible parfaite. La semaine dernière, alors que je mangeais seul des restes à la petite table de ma cuisine à Lyon, en France, mon téléphone a vibré avec une notification, une vidéo de ma sœur. Pas de légende, pas d'explication, juste un clip. Je me suis essuyé les mains et j'ai appuyé pour l'ouvrir. Soudain, mon écran s'est rempli de la lumière chaude d'un restaurant, de verres qui teintaient du son des rires de ma famille à une table où je n'avais pas été invité. Ma mère a levé son verre et a dit, presque fièrement, je lui ai dit que j'avais besoin d'argent rapidement. Elle a envoyé 900 € sans même demander à quoi ça servirait. Elle est toujours aussi crédule. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. La voix de mon père a suivi, amusée et désinvolte. Crédule. Mais utile. Toute la table a ri. Puis la voix de ma sœur a percé le brouhaha. Alors, combien notre petit distributeur de billets ambulants a-t-il payé cette année? Quelqu'un a jeté un chiffre, et d'autres rires ont éclaté, plus fort cette fois. Il ne plaisantait pas seulement, il calculait. J'ai eu froid dans la poitrine, comme si quelqu'un avait vidé toute la chaleur de la pièce à travers l'écran de mon téléphone. Puis la vidéo a eu un problème technique et a disparu. Ce média a été supprimé. Elle avait réalisé qu'elle l'avait envoyé à la mauvaise personne et avait essayé de l'effacer, mais il était déjà trop tard. J'avais entendu chaque mot, vu chaque sourire narquois, et quelque chose en moi s'est brisé pour laisser place à une sorte de clarté glaciale. Comment regarder sa famille de la même manière après avoir réalisé qu'elle ne vous voit pas comme une personne, mais comme un compte en banque ambulant avec des sentiments en option? Avant que je vous dise ce qu'ils ont dit ensuite, et ce qui s'est passé quand j'ai finalement cessé d'être leur petit distributeur de billets, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment, et d'où regardez-vous? Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire voyagera. Après cette vidéo, le sommeil est devenu un étranger. Les chiffres et les phrases se rejouaient dans ma tête à la place. J'ai passé la nuit à regarder le plafond, revivant chaque urgence que j'avais financée comme les scènes d'un film, les réparations de voitures, les factures médicales, les textos, on est sur le point de perdre la maison. Au lever du soleil, je n'étais pas seulement blessé. J'en avais fini d'être confuse. Je voulais des faits. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. D'abord, j'ai vérifié les sauvegardes dans le nuage informatique de mon téléphone. Cette vidéo supprimée, elle était toujours là dans mes archives multimédia automatiques, cachée dans un dossier, téléversement récent. Ma sœur l'avait peut-être supprimée de la discussion, mais mon téléphone en avait discrètement enregistré une copie au moment où il l'avait téléchargée. Je l'ai rejoué à faible volume, en faisant une pause sur chaque image, en remarquant des détails que j'avais manqués, la deuxième bouteille de vin, les desserts servis, la façon dont ma sœur orientait la caméra pour qu'on puisse voir tout le monde profiter d'une soirée que j'avais financée sans le savoir. Cette vidéo est devenue la pièce à conviction numéro 1. De là, j'ai ouvert mon application bancaire, faisant défiler transaction après transaction. Elles étaient là. Des virements intitulés « Maman aide loyer »,« Papa urgent »,« Sœurette, urgence », disséminés au fil des ans comme des mines terrestres. J'ai exporté les relevés, surligné les montants et tout ajouté dans une feuille de calcul. Le total a dépassé les 10 000 €. Ma poitrine s'est serrée. J'avais viré mon avenir pendant qu'il plaisantait sur ma crédulité autour d'un steak et de cocktails. Je me suis souvenu que maman m'avait dit « Ne tiens pas les comptes, ma chérie. Ce n'est pas ce que fait une famille. » Drôle,
parce qu'il semblait soudain que j'étais la seule à ne pas tenir les comptes. Puis je me suis souvenu de quelque chose d'autre. Des années plus tôt, j'avais aidé ma sœur à configurer un nouveau téléphone en utilisant mon courriel et mon identifiant Apple parce qu'elle avait oublié les siens. À l'époque, cela ressemblait à un autre service de grande sœur. Maintenant, cela ressemblait à une fissure dans la porte. Je me suis connecté au compte partagé et j'ai vérifié les applications liées. Une application de messagerie, que je n'utilisais pas normalement, montrait des sauvegardes synchronisées. Mes mains tremblaient en cliquant. C'était là, un groupe intitulé « Stratégie familiale ». Mon estomac s'est noué. À l'intérieur se trouvait un historique complet de leurs conversations, des captures d'écran, des mèmes et une planification détaillée. Des messages comme « Ne lui demande pas cette semaine. Elle vient de payer ma carte. » Et « Dis-lui que c'est pour une facture. Elle ne posera pas trop de questions. » Et « Attends qu'elle reçoive sa prime. » Il parlait de moi comme si j'étais un code de réduction, quelque chose à programmer et à utiliser stratégiquement. Un message de ma sœur disait « Si je pleure, elle dira oui plus vite. » Un autre de mon père, « Elle est trop tendre pour dire non, surtout si on lui rappelle comment on s'est sacrifié pour elle. » J'ai senti ma gorge se serrer. Depuis combien de temps vivais-je dans cette version scénarisée de la famille, où mon rôle était décidé dans une discussion dont je ne connaissais même pas l'existence? J'ai pris des captures d'écran, des dizaines d'entre elles, le clic de ma souris étant mécanique. Chaque bulle de texte capturée est devenue une autre preuve. Pas seulement qu'il m'utilisait, mais que c'était planifié, répété, affiné au fil du temps comme une pièce de théâtre tordue. Pour la première fois, je me suis permis de me demander, si je n'avais pas vu cette vidéo, aurais-je continué à payer, à m'excuser, à me faire toute petite chaque fois qu'il disait que je réagissais de manière excessive? Lorsque la feuille de calcul et les captures d'écran ont été terminées, je me suis assise, regardant le désordre de ma vie étalé en lignes et en bulles de discussion. Si l'amour peut être transformé en stratégie, est-ce que ça compte encore comme de l'amour? Ou est-ce juste de l'exploitation déguisée en famille? Une fois que vous voyez le plan de votre propre manipulation, il est impossible de revenir en arrière en prétendant que c'est un malentendu. Pourtant, savoir et agir sont deux choses différentes. Et j'ai passé le jour suivant à faire les 100 pas dans mon appartement, à répéter des conversations dans ma tête, à supprimer des brouillons de textos avant même d'avoir appuyé sur envoyer. C'est là que j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais demandé un centime, Léo. Il était mon ami depuis l'université, la personne qui m'avait vu faire des heures supplémentaires, sauter des dîners au restaurant et répondre à des appels urgents de ma famille au milieu de nos projets. Nous nous sommes retrouvés à notre café habituel, et dès que je me suis assise, le barrage a cédé. Je lui ai d'abord montré la vidéo, regardant sa mâchoire se crisper à chaque seconde, puis les captures d'écran, puis la feuille de calcul. Ses yeux se sont assombris d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Léa, ce n'est pas seulement qu'ils sont inconsidérés, » a-t-il dit lentement. C'est un schéma. Ils ont fait de toi une source de revenus. J'ai ri, mais c'était un rire amer. Un service d'abonnement sans bouton d'annulation. Il s'est penché en avant. Mais il y a un bouton d'annulation. Tu ne l'as juste pas encore pressé. Il m'a parlé de son propre point de rupture des années auparavant, comment il avait coupé les ponts avec un parent qui le traitait comme un punching ball émotionnel. Le plus difficile, a-t-il admis, a été d'accepter que me choisir signifiait laisser mourir le fantasme d'une famille parfaite. Ça m'a frappé parce que je m'étais accroché à ce fantasme pendant si longtemps. L'idée que mes sacrifices seraient un jour appréciés, que l'amour finirait par équilibrer les comptes. De retour à la maison, j'ai ouvert notre discussion de groupe familial, les mains planant au-dessus du clavier. Plus d'allusions vagues, plus de silence passif. J'ai joint 3 captures d'écran, une du groupe « Stratégie familiale », une où il m'appelait un distributeur de billets, et une listant comment chronométrer leurs demandes. Puis j'ai tapé « J'ai tout vu ». La vidéo, la discussion de groupe, la stratégie. Je sais exactement comment vous m'avez utilisé. Ça s'arrête maintenant. Mon doigt a plané au-dessus d'envoyer, et je pouvais sentir les vieilles habitudes me tirailler. Des souvenirs de ma mère en larmes, de mon père soupirant, de ma sœur disant « Tu es dramatique ». J'ai pris une lente inspiration et me suis rappelé, je ne détruisais pas ma famille. Je refusais de les laisser me détruire. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant un moment, rien ne s'est passé.
Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus alors que quelqu'un commençait à taper et effaçait à nouveau sa réponse. J'ai posé le téléphone sur mon canapé, mon cœur battant, non pas de peur, mais de l'élan indéniable de sortir enfin du rôle qu'il m'avait assigné. Quand vous dénoncez enfin les personnes qui vous ont exploité, est-ce la relation qui se brise ou juste l'illusion à laquelle vous vous accrochiez depuis le début? Les réponses ne sont pas venues tout de suite, et le silence était une sorte de bruit en soi. Des heures plus tard, mon téléphone a finalement sonné. Nous devons parler. Réunion de famille demain, 18h, a écrit mon père. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un ordre, comme si j'étais encore une adolescente qui pouvait être convoquée à volonté. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie, celle qui en avait assez d'être acculée en privé, voulait que tout soit mis en lumière. Alors j'y suis allé. Leur maison, que mon argent avait discrètement maintenue à flot, semblait soudain plus petite, comme si les murs s'étaient rétrécis autour d'années de ressentiments inexprimés. Mon père, Robert, était assis à la tête de la table de la salle à manger, les bras croisés. Ma mère, Hélène, planait près de la cuisine, les yeux déjà brillants comme si elle se préparait à pleurer sur commande. Ma sœur, Sophie, était assise en face de moi, le téléphone face contre table, la mâchoire serrée. L'air était épais de l'odeur du café et de quelque chose d'autre, la défensive. Robert a commencé. Alors, a-t-il dit en enlevant ses lunettes. Tu nous accuses de quoi, exactement? D'être ta famille? J'ai sorti mes captures d'écran imprimées et je les ai posées sur la table une par une. Je vous accuse de me traiter comme un distributeur de billets, de planifier comment obtenir de l'argent de moi, d'en rire. Hélène s'est penchée en avant, son visage se crispant. Léa, cette discussion, c'était juste pour se défouler, des blagues. Tu sais comment les gens exagèrent en privé. Nous sommes une famille. Nous étions sous pression. C'est ça, ai-je dit doucement. Des blagues. Comme m'appeler un distributeur de billets ambulants et programmer ma générosité comme une vente. Sophie a répliqué sèchement, tu sors tout de son contexte. Tu as proposé d'aider. Ce n'est pas de notre faute si tu te sentais coupable tout le temps. Ma voix est restée stable même si mes mains se sont crispées en poing sur mes genoux. J'ai aidé parce que je vous croyais. Parce que je vous faisais confiance quand vous disiez que vous seriez expulsé ou malade ou désespéré. J'ai réduit ma vie pour que vous puissiez garder la vôtre exactement pareil. Le ton de Robert s'est durci. Nous ne t'avons jamais forcé à envoyer un seul euro. Tu es une adulte. Tu as fait des choix. Maintenant tu nous punis pour eux. Il avait l'air plus offensé que plein de remords, ce qui m'a presque fait rire. Les punir? Comme si les nuits passées à faire des heures supplémentaires pour payer des urgences, qui auraient pu être exagérées ou inventées avaient été d'une manière ou d'une autre une faveur pour moi-même. Je ne vous punis pas, ai-je répondu. J'arrête de me punir moi-même. Je leur ai dit que j'avais fini d'envoyer de l'argent. Je retirais mon nom de tous les comptes joints. Je ne me portais plus caution, ne prêtais plus, jusqu'à vendredi, ne réorganisais plus ma vie autour de leur crise. La voix d'Hélène a tremblé. Nous sommes en retard sur l'hypothèque, Léa. Si tu arrêtes d'aider maintenant, nous pourrions perdre la maison. Pendant une seconde, mon cœur s'est tordu. C'était la maison où j'avais grandi. Le couloir où j'avais appris à marcher, le jardin où nous avions pris des photos de famille. Mais ensuite j'ai pensé au restaurant dans cette vidéo, au rire alors qu'il comptait mes dons, à la façon dont il transformait mes sacrifices en blagues. Vous auriez dû y penser, ai-je dit doucement, avant de construire votre budget sur mon dos. Sophie a frappé la table de la paume de sa main. Et alors? Tu vas laisser tes parents tout perdre juste parce que tes sentiments ont été blessés? Ces mots étaient conçus pour piquer, mais quelque chose en moi avait déjà changé. Non, ai-je dit. Je vais arrêter de vous laisser acheter du confort avec mon épuisement. Perdre la maison vous montrera peut-être enfin le coup du jeu auquel vous avez joué. La pièce est devenue silencieuse. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller derrière la colère de mon père, la peur. Hélène a essuyé ses yeux. Robert a détourné le regard. Le regard furieux de Sophie affaibli. De vraies conséquences étaient finalement entrées dans la discussion. Dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils n'étaient pas choqués que je me sente utilisé. Ils étaient choqués que leur ressource préférée ait finalement dit non.
quand les personnes qui dépendent de votre silence vous entendent soudainement dire « assez », pleure-t-elle la relation ou juste les avantages qu'elles sont sur le point de perdre? Les jours qui ont suivi cette réunion de famille ont été comme de marcher dans les décombres d'une explosion silencieuse. Pas de flammes spectaculaires, pas d'épave visible dans la rue, juste ce sentiment lourd que quelque chose de fondamental avait changé et ne pourrait jamais revenir en arrière. Au début, le silence de mes parents et de ma sœur ressemblait presque à une bénédiction. Fini les textos, peux-tu envoyer quelque chose jusqu'à vendredi? Fini les appels tard dans la nuit qui commençaient par « As-tu une minute ?» et se terminaient par moi ouvrant mon application bancaire. Mais ce silence n'a pas duré. Il a juste changé de forme. Au lieu qu'il vienne directement à moi, j'ai commencé à entendre parler de moi par d'autres personnes. Un samedi après-midi au supermarché près de mon appartement, je regardais une étagère de céréales quand j'ai entendu mon nom. Je me suis retourné et j'ai vu Madame Dubois, la voisine de mes parents de la rue où j'ai grandi, poussant son chariot vers moi avec cette combinaison d'inquiétude et de jugement que les personnes âgées ont perfectionné. « Léa, ma chérie », a-t-elle dit en me tapotant le bras. « J'ai croisé ta mère à l'église. Elle avait l'air si affligée. Elle a dit que tu prenais de la distance. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi tu étais devenue si froide. Est-ce que tout va bien ?» La façon dont elle a dit « froide » m'a fait frissonner, comme si j'avais été surprise à faire quelque chose de honteux au lieu de simplement refuser d'être vidé jusqu'à la dernière goutte. J'ai forcé un sourire et marmonné quelque chose de vague, mais à l'intérieur, mon estomac s'est noué. Ma mère n'avait apparemment pas perdu de temps à réécrire le récit. Dans sa version, je n'étais pas une fille qui fixait des limites après des années de manipulation financière. J'étais une enfant ingrate qui abandonnait ses pauvres parents en difficulté. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Chloé, une amie commune qui connaissait ma famille depuis des années. Nous nous sommes assises dans un café, et elle n'a même pas attendu que son café arrive pour se pencher vers moi. « D'accord », a-t-elle chuchoté. « Je dois te demander ce qui se passe avec ta mère. » Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Chloé a tordu le manchon en carton de sa tasse. Elle a dit aux gens du centre communautaire que tu avais changé, que tu étais trop influencé par tes amis et les réseaux sociaux maintenant, que tu étais obsédé par l'argent et que tu ne croyais plus en la famille d'abord. Elle pleurait, Léa. De vraies larmes. Les gens la réconfortaient. J'ai laissé échapper un rire qui ne ressemblait pas au mien. A-t-elle mentionné la partie où je paie secrètement leurs factures depuis des années? Chloé a hésité, puis a secoué la tête. Non, cette partie n'a pas été mentionnée. Bien sûr que non. Pourquoi admettre que vous avez dépendu de votre fille comme d'une ligne de crédit secrète alors qu'il est plus facile de la peindre comme égoïste et manipulée? Jour après jour, j'ai réalisé que ma famille avait lancé une véritable campagne de relations publiques sans jamais me mentionner. Dans leur histoire, j'étais devenue la méchante. La fille au cœur froid qui a oublié d'où elle venait, qui se souciait plus des choses matérielles que des personnes qui l'avaient élevée, qui avait soudainement décidé qu'elle était trop bien pour eux. Ils se sont accrochés à chaque sacrifice qu'ils avaient jamais fait pour moi, les trajets à l'école, les déjeuners emballés, un toit au-dessus de ma tête sans mentionner les années où j'avais discrètement couvert leur hypothèque, leurs cartes de crédit, leurs services publics et leurs urgences de dernière minute. Plus j'en entendais, plus quelque chose en moi se durcissait, non pas en amertume, mais en une sorte de clarté sinistre. S'ils étaient prêts à déformer la vérité pour protéger leur image, alors je devais cesser de les laisser contrôler l'histoire de ma vie. Cette nuit-là, le cœur battant, j'ai ouvert mes réseaux sociaux privés, visibles uniquement par les personnes en qui j'avais vraiment confiance, et j'ai écrit une publication que j'ai dû réécrire 10 fois. Je n'ai pas nommé mes parents ni ma sœur. Je n'ai pas inclus de capture d'écran ni exposé personne. J'ai juste dit la vérité sur le schéma, que parfois, l'aide familiale devient de l'abus financier, que, nous demandons juste un peu, peut se transformer en une obligation unilatérale à vie, que la culpabilité peut être utilisée comme une laisse tout autant que l'amour peut être un lien. J'ai écrit sur ce que l'on ressent d'être l'enfant en or et le distributeur de billets ambulants en même temps, d'être loué pour sa générosité tout en étant moqué dans son dos pour ne jamais dire non. Je l'ai terminé par une simple pensée, dire non à l'exploitation ne vous rend pas ingrat. Cela signifie simplement que vous avez enfin réalisé que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous pouvez abandonner. Puis j'ai appuyé sur publier et j'ai immédiatement voulu le supprimer. Mais je ne l'ai pas fait. En moins d'une heure, ma boîte de réception a commencé à se remplir. D'anciens camarades de classe,
des collègues et des connaissances que je connaissais à peine m'ont envoyé des messages pour me dire « c'est ma vie aussi ». Et, je pensais être la seule. Et, merci d'avoir dit ça à voix haute. Les gens ont partagé des histoires de parents qui vidaient leurs économies, de frères et sœurs qui les traitaient comme des cartes de crédit ambulantes et de parents qui n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. En lisant leurs messages, j'ai senti quelque chose changer. Pour la première fois, mon expérience ne ressemblait pas à un défaut privé et honteux. Elle ressemblait à une partie d'un schéma plus large que beaucoup de gens subissaient en silence. Le soutien était réconfortant, mais il a aussi eu des conséquences. Un jour plus tard, mon téléphone a vibré avec un barrage de messages de la discussion de groupe familial. « Robert, alors tu publies des messages cryptés sur ta propre famille maintenant ? Classe. Hélène, nous t'avons tout donné et tu vas en ligne pour nous faire passer pour des monstres. Sophie, tu penses vraiment que des étrangers sur Internet te connaissent mieux que ta propre famille ? Profite de ton petit public. » Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Une douzaine de réponses en colère ont traversé mon esprit, chaque faveur non payée, chaque nuit blanche, chaque découvert que j'avais absorbé pour couvrir une urgence de plus. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé un seul message. Je ne vous ai pas nommé. Je ne vous ai pas accusé publiquement. J'ai parlé de schémas et de ce qu'ils m'ont fait ressentir. Si vous vous reconnaissez dans cette description, peut-être que le problème n'est pas ma publication. J'ai regardé les notifications, vues, apparaître une par une. Personne n'a répondu. Plus tard, Chloé m'a de nouveau envoyé un texto. Ta mère avait l'air secouée aujourd'hui, a-t-elle dit. Quand les gens ont réalisé à quel point tu les as aidés financièrement, le ton a changé. Certaines des mêmes personnes qui l'a réconforté lui demandent maintenant pourquoi il compte autant sur toi. Pour la première fois, je n'étais pas la seule à porter le poids de ce qui s'était réellement passé. L'histoire avait cessé d'être une émission à sens unique pour devenir une conversation. Une partie de moi se sentait coupable d'imaginer mes parents se tortiller sous des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas à devoir répondre. Mais une autre partie, la partie épuisée et négligée de moi qui était restée silencieuse pendant des années, a ressenti quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction et pas tout à fait de la vengeance. C'était plus proche de l'équilibre. S'ils allaient parler de moi, alors qu'ils ressentent ce que c'est que d'avoir une version de la vérité se propager parmi les personnes pour lesquelles ils se donnaient en spectacle. Quand vous cessez enfin de laisser quelqu'un d'autre contrôler le récit de votre vie, est-ce de la cruauté ? Ou est-ce simplement la première fois que vous dites la vérité dans un monde qui préférait le mensonge plus joli ? Après la première vague de commérage, de culpabilisation et de messages de colère, ma vie n'est pas soudainement devenue parfaite. Elle est juste devenue plus calme. L'absence de crise constante donnait un son différent à tout. Au début, le silence semblait contre nature, comme si j'avais oublié quelque chose de critique, comme s'il devait toujours y avoir une catastrophe imminente attendant que mon salaire la répare. Je rentrais du travail, je posais mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je sentais mes épaules se tendre automatiquement, me préparant à la vibration familière de « Léa, on peut parler ? C'est important. » Mais l'écran restait noir, et jour après jour, le nœud dans ma poitrine se desserrait. Sans personne pour drainer mon énergie à toute heure, j'ai soudain eu un espace mental dont je ne savais que faire. Je me suis jeté dans mon travail, mais cette fois, la motivation était différente. Je ne faisais pas d'heures supplémentaires pour combler le trou de quelqu'un d'autre, je le faisais parce que je voulais voir à quoi ma carrière pourrait ressembler si je mettais la même énergie en moi-même. Je suis resté tard au bureau pour peaufiner une présentation, non pas parce que j'avais besoin d'une prime de risque pour une autre urgence, mais parce que je croyais vraiment au projet. Lorsque mon équipe a décroché un client majeur grâce à une campagne que j'ai conçue, mon patron m'a appelé dans son bureau, a souri et a dit « Tu as vraiment intensifié tes efforts. Nous aimerions te promouvoir au poste de chef de compte principal. » L'augmentation qui l'accompagnait m'a semblé être l'univers me donnant une nouvelle ardoise. Pour la première fois, l'argent supplémentaire sur mon compte n'était pas déjà mentalement réservé. Il était à moi, lié à mes efforts, non promis à l'avance pour couvrir la facture en souffrance de quelqu'un d'autre. J'ai d'abord testé les limites de cette liberté avec prudence. J'ai remplacé mon vieux matelas qui grinçait. J'ai acheté de vraies provisions au lieu de vivre de plats surgelés. J'ai remplacé mes baskets usées. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais reporté pendant des années, j'ai réservé un week-end sur la Côte d'Azur juste pour moi. Aucune excuse,
Aucune raison pratique autre que de vouloir m'asseoir au bord de l'océan et me souvenir de ce que c'était que d'avoir du temps qui n'appartenait qu'à moi. Personne ne m'a culpabilisé pour que j'annule. Personne n'a appelé en plein voyage avec une crise fabriquée de toutes pièces. Le seul drame était de savoir si je voulais des crêpes ou des gaufres pour le petit déjeuner. C'était à la fois mal et bien. Finalement, j'ai franchi une autre étape que j'avais longtemps évitée, la thérapie. Je m'étais toujours dit que c'était trop cher ou trop indulgent, même en envoyant des centaines d'euros d'un seul coup de pouce coupable. Assise en face d'une thérapeute dans un bureau faiblement éclairé, j'ai finalement commencé à déballer tout ce que j'avais avalé pendant des années. Elle n'a pas sourcillé quand j'ai décrit la vidéo, la discussion de groupe ou la façon dont mes parents ont présenté mes limites comme une trahison. Au lieu de cela, elle m'a doucement poussé à regarder plus profondément. Quelque part en cours de route, a-t-elle dit, vous avez appris que votre valeur dans votre famille provenait de ce que vous pouviez fournir, argent, temps, travail émotionnel. Quand avez-vous commencé à vous sentir responsable du confort de tout le monde ? J'ai repensé à l'âge de 12 ans, réconfortant ma mère quand elle pleurait à cause des factures. À 16 ans, prenant un travail à temps partiel et remettant mon salaire pour les courses. À 22 ans, cosignant un prêt que je ne comprenais pas entièrement parce que mon père disait, tu es notre intelligente. Tu nous aideras à traverser ça. Ça s'était accumulé pendant des années, un lent goutte à goutte de responsabilité jusqu'à ce que ça devienne une inondation. Si vous arrêtiez de jouer ce rôle, a demandé doucement ma thérapeute, qui seriez-vous ? Cette question m'a hanté d'une bonne manière. J'ai commencé à expérimenter avec des réponses de manière petite et tangible. Je me suis inscrite à un cours de poterie et j'ai fabriqué des bols de travers qui sont devenus en quelque sorte mes plats préférés. Je me suis inscrite à un club de lecture où personne ne savait rien de ma famille et ne se souciait que de savoir si j'avais terminé la lecture. J'ai fait des mardis soirs des soirées sans plan pour personne d'autre, où je cuisinais quelque chose de nouveau, où je commandais simplement à emporter et je regardais des films sans vérifier mon téléphone toutes les 10 minutes. Pendant ce temps, des nouvelles de la situation de ma famille continuaient de m'atteindre par fragments, comme un tonnerre lointain. Un ami de la famille a mentionné que les heures de travail de mon père avaient été réduites. Un autre a dit que la banque avait appelé plus d'une fois au sujet de paiement en retard. Madame Dubois, la voisine qui m'avait autrefois réprimandé pour ma distance, m'a maintenant coincé sur le stationnement avec un ton différent. Je n'avais pas réalisé à quel point vous les aidiez, a-t-elle murmuré. Ils ont des difficultés, ma chérie. C'est dommage que ça ait dû en arriver là. J'ai hoché la tête poliment, mais à l'intérieur, quelque chose de compliqué s'est tordu. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je ne l'ai jamais voulu. Mon problème n'était pas qu'ils avaient des besoins, c'était qu'ils traitaient ma vie comme une ressource inépuisable et mes limites comme une insulte personnelle. Sans mon argent pour tout soutenir, les fissures dans leurs choix financiers sont devenues visibles, et cela les terrifiait. Un soir, alors que je coupais des légumes pour le dîner, mon téléphone s'est finalement allumé avec la sonnerie familière de la discussion familiale. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de l'ouvrir. Robert, nous avons vraiment du mal maintenant. Es-tu heureuse ? C'est ce que tu voulais. Hélène, nous sommes en retard sur l'hypothèque, Léa. Nous pourrions perdre la maison. Nous n'avons jamais pensé que tu nous tournerais le dos comme ça. Sophie, tu as fait valoir ton point. Félicitations. Rappelle-toi juste, si jamais tu as besoin d'aide, ne viens pas nous voir. Nous en avons fini d'être là pour toi. Cette dernière phrase m'aurait détruite un an plus tôt. À l'époque, l'idée que ma famille me rejette, de n'avoir nulle part où me tourner en toute sécurité, m'aurait fait me démener pour tout arranger, pour prouver que je n'étais pas le monstre qu'ils peignaient de moi. Mais debout dans ma cuisine, le couteau toujours à la main, j'ai réalisé quelque chose. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'ils avaient vraiment été là pour moi d'une manière significative. Émotionnellement, financièrement, pratiquement j'avais été leur filet de sécurité, pas l'inverse. J'ai posé le couteau, je me suis essuyé les mains et j'ai tapé lentement, en choisissant chaque mot avec soin. Je ne suis pas heureuse que vous ayez des difficultés, ai-je écrit. Je ne souhaiterais ça à personne. Mais je ne continuerai pas à sacrifier mon avenir pour couvrir des choix que je n'ai pas faits. J'ai été là pour vous pendant des années, souvent à mes propres dépens. Fixer des limites, ce n'est pas vous tourner le dos. C'est enfin ne pas me tourner le dos à moi-même. J'ai hésité une seconde, puis j'ai ajouté, j'espère que vous vous en sortirez. Vraiment. Mais si votre amour pour moi dépend de mon utilité pour vous,
ce n'est pas un amour que je peux continuer à accepter. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai retourné mon téléphone et je suis retourné à la cuisine. Il n'y a pas eu de montée dramatique de musique, pas de sentiment immédiat de triomphe, juste la satisfaction tranquille de préparer le dîner dans une maison que j'avais payée, dans une vie que j'étais enfin autorisé à prioriser. Plus tard, à mon cours de poterie, alors que je pressais mes pouces dans l'argile fraîche et que je regardais un morceau informe devenir lentement quelque chose de fonctionnel, j'ai réalisé que c'est ce que j'avais fait de ma vie ces derniers mois. Remodeler quelque chose qui avait toujours été la mienne n'avait jamais été autorisé à prendre forme. C'était encore en désordre, encore en cours de réalisation. Mais pour la première fois, la forme était à moi de décider. Si la seule version de la famille qui vous est offerte est celle où votre valeur est mesurée par ce que vous pouvez donner, est-ce que s'éloigner de ce rôle est vraiment un abandon? Ou est-ce le premier véritable acte de respect de soi que vous ayez jamais posé? Des mois ont passé. Les saisons ont changé à Lyon, en France. La pluie a laissé place à un pâle soleil, puis est revenue. J'ai construit de petits rituels qui n'avaient rien à voir avec les exigences de qui que ce soit d'autre, les dimanches matins avec un café et un livre, les dîners en milieu de semaine avec des amis qui me demandaient comment j'allais et écoutaient vraiment, les soirées tranquilles où ma plus grande décision était de savoir quel film regarder, pas quelle facture payer. Pendant un certain temps, la présence de ma famille n'était qu'un murmure en arrière-plan, distant et étouffé. Puis un après-midi, Léo a appelé. « J'ai croisé ta sœur », a-t-il dit avec précaution. Elle avait l'air mal en point. Elle a mentionné que vos parents pourraient perdre la maison, et elle a dit qu'ils voulaient te parler, vraiment parler. J'ai senti mon estomac se retourner, ce vieil instinct de me précipiter, de secourir, de réparer, mais ma main est restée immobile. A-t-elle dit pourquoi maintenant, ai-je demandé. Elle a dit quelque chose comme, peut-être qu'on est allé trop loin. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Tu sais, elle n'a pas dit le mot utilisé, mais c'était proche, a-t-il répondu. Une semaine plus tard, j'ai reçu le message. Léa, pouvons-nous nous voir? Juste nous, s'il te plaît. Maman. Contre l'avis de la partie la plus épuisée de mon âme, j'ai accepté. Territoire neutre, un café, en journée. Je suis entré et je les ai repérés à une table d'angle. Robert avait l'air plus petit en quelque sorte, les épaules affaissées. Les yeux d'Hélène étaient cernés d'ombre. La vivacité habituelle de Sophie était émoussée par quelque chose comme de la fatigue. Pendant un instant, je ne les ai pas vus comme des méchants dans mon histoire, mais comme des humains imparfaits confrontés aux conséquences de leur propre choix. « Tu as l'air bien », a dit doucement Hélène alors que je m'asseyais. « En meilleure santé. » Ça sonnait presque comme une accusation. « Je prends soin de moi », ai-je répondu. « C'est nouveau. » Robert s'est raclé la gorge. « Nous ne sommes pas là pour nous battre, » a-t-il dit. « Nous voulions juste. Nous voulions parler. » Il y a eu une pause gênante, puis Sophie a pris la parole, les yeux fixés sur son café. « J'ai fait une erreur en envoyant cette vidéo. Elle ne t'était pas destinée. » J'ai haussé un sourcil. Je sais qu'elle ne m'était pas destinée. C'est ça le problème. Elle a grimacé. Je veux dire, je n'aurais pas dû l'enregistrer du tout. Nous n'aurions pas dû parler de toi comme ça. C'était moche. Le mot est resté en suspens entre nous. Moche. Ça, au moins, c'était honnête. La voix d'Hélène s'est brisée. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous avions peur. Nous étions noyés sous les factures, et tu t'en sortais mieux que nous. Et c'était facile de justifier de pousser un peu. Nous nous sommes dit que c'était temporaire, que tu comprendrais. Et la discussion, ai-je demandé doucement. Les stratégies, les blagues. Robert a expiré, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Nous nous sommes dit que c'était un défouloir inoffensif. Que tu étais assez forte pour aider, que ce n'était pas grave. C'était plus facile que d'admettre que nous t'utilisions. L'entendre prononcer le mot « utiliser » à voix haute a été comme une fissure dans un mur contre lequel je m'étais cogné la tête toute ma vie. Une partie de moi voulait s'y accrocher, dire « bien, on guérit, maintenant oublions tout ». Une autre partie, celle qui avait compté chaque euro et pleuré seule après chaque appel téléphonique chargé de culpabilité, m'a maintenue assise. « Alors, que voulez-vous » ai-je demandé. Honnêtement ? Les yeux d'Hélène se sont remplis de larmes. « Nous voulons ton aide » a-t-elle dit.
La banque nous harcèle pour la maison. Nous sommes en retard sur tout. Nous pensions que nous pourrions peut-être recommencer en tant que famille si tu pouvais juste nous aider à traverser ça une dernière fois. C'était ça. Le vieux scénario habillé de nouveaux mots. Juste cette fois. Recommencer en tant que famille. Ma poitrine me faisait mal, mais pas comme avant. Ce n'était pas la douleur d'être prise au dépourvu, c'était la douleur de reconnaître un schéma et de savoir que j'avais le choix. Je suis contente que vous admettiez enfin ce que vous avez fait, ai-je dit lentement. Ça compte. Mais vous ne demandez pas seulement le pardon. Vous me demandez de reprendre le même rôle qui m'a brisé. Ce ne sera pas comme avant, a insisté Robert. Nous avons appris notre leçon. Vraiment, ai-je demandé. Parce que la première chose que vous avez faite après avoir admis que vous m'aviez utilisé, c'est de demander plus. Si vous compreniez vraiment, la première étape ne serait-elle pas de trouver comment vous débrouiller seul? Le silence s'est installé autour de nous. Sophie m'a regardé, avec quelque chose comme du désespoir dans les yeux. Alors, tu vas juste nous laisser nous débrouiller seuls avec ça. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais débrouillé seul avec mes propres problèmes pendant qu'ils riaient lors de dîners que j'avais financés sans le savoir. J'ai pensé aux nuits où j'étais resté tard au travail, aux voyages que j'avais annulés, aux séances de thérapie où j'avais démêlé la culpabilité de l'amour. J'ai pensé à la version de moi-même qui aurait dit oui avant même que la phrase ne soit terminée. Je ne vous abandonne pas, ai-je dit doucement. Je ne me sacrifie juste plus pour vous. Je pourrais peut-être vous pardonner un jour, mais le pardon ne vient pas avec un chèque. Les larmes d'Hélène ont finalement coulé. Robert a détourné le regard. Sophie s'est affalée sur sa chaise, déglutissant difficilement. J'ai senti mes propres yeux piquer, mais je n'ai pas bougé pour les réconforter. Ça avait toujours été mon instinct, apaiser, arrondir les angles, m'assurer que tout le monde allait bien, même quand je saignais. Pas cette fois. J'espère que vous vous en sortirez, ai-je ajouté. Vraiment. Mais si la seule façon d'être une famille est que je sois votre filet de sécurité, alors peut-être que nous devons repenser ce que signifie la famille. Je me suis levé, mes mains stables pour une fois. Pas de tremblement, pas de doute. En sortant du café, l'air de Lyon, en France, m'a frappé le visage, frais et humide. C'était comme entrer dans une nouvelle vie, même si rien de visible n'avait changé. Des mois plus tard, dans un petit appartement rempli de plantes, de poteries à moitié terminées et de photos avec des amis qui m'avaient choisi pour moi, pas pour ce que je pouvais leur donner, j'ai reçu un court texto d'un numéro inconnu. Nous avons vendu la maison, nous déménageons dans un endroit plus petit. Je fais des heures supplémentaires au travail. Sophie prend des services. Nous nous débrouillons. Je sais que nous ne te devons rien. Je voulais juste que tu saches que nous nous tenons enfin sur nos propres jambes. Papa. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai enregistré le message et j'ai posé mon téléphone. Pas de triomphe. Pas de « je te l'avais bien dit ». Juste un sentiment de paix calme et constant. Au final, ma vengeance n'a pas été dramatique ou cinématographique. Je ne les ai pas exposés publiquement ni tout incendié. J'ai simplement cessé de payer la facture de leur choix et j'ai commencé à investir dans ma propre vie à la place. Et cela s'est avéré être la justice la plus puissante de toutes. Si vous étiez à ma place avec une famille qui ne semblait vous apprécier que lorsque vous étiez utile, retourneriez-vous en arrière et continueriez-vous à payer le prix, ou choisiriez-vous votre propre liberté, même si cela signifiait vous éloigner de personnes qui partagent votre sang? Notre équipe de Histoire de Vengeance se consacre à la création d'histoires de vengeance émotionnelle significatives et d'histoires de famille qui trouvent un écho auprès des téléspectateurs. Tous nos scénarios sont entièrement fictifs et sont produits dans le seul but de partager des leçons de vie et des messages éducatifs positifs. Ce scénario souligne l'importance de fixer des limites saines, même au sein de la famille, et rappelle aux téléspectateurs qu'un don inconditionnel sans respect peut transformer l'amour en exploitation. À travers le parcours du personnage principal, l'histoire encourage l'estime de soi, la pensée critique et le courage de s'éloigner des relations toxiques. Elle invite les téléspectateurs à réfléchir à leur propre dynamique